Bonsoir, bienvenue sur la RTS, le journal, voici les titres. Première visite du président de la République au Mali, Bassirou Diomaye Diakhar Faye a rencontré ce jeudi son homologue Assimi Goïta. Les deux chefs d'État ont parlé des liens historiques et séculaires entre les deux pays. Dakar et Bamako entendent consolider leur partenariat économique. L'actualité de la sous-région était au cœur des échanges. 267 milliards pour la restructuration du transport en commun à Dakar, la capitale sénégalaise, est comme un goulot d'étranglement. Vétusté du parc automobile, déficit d'aménagement, illégalité, indiscipline, occupation anarchique de la voie publique. L'État veut résoudre toutes ces équations. Le CETUD et la Joroule ont lancé ce jeudi un vaste programme avant les JOJ 2026. Comment stabiliser le calendrier universitaire et le rendre intangible? Le défi est grand. Le ministre de l'Enseignement supérieur en fait une priorité. Que faire face aux crises récurrentes dans ces temples du savoir? Abdourahmane Diouf nous le dira. Il est l'invité de ce 20h. La police change de chef. Le général Mame Seydou Ndour prend le commandement. Ancien contrôleur général, il a été nommé directeur général de la police nationale ce mercredi. Son portrait dans ce journal. Le littoral se meurt sur la corniche ouest de Dakar. Les plages perdent de leur superbe. Des roches ont pris la place du sable et certains occupants des lieux n'hésitent pas à remblayer pour gagner de l'espace. C'est le grand format de ce journal. Bienvenue à tous. Le chef de l'État est arrivé tout à l'heure à Ouagadougou, deuxième étape de la visite qui l'a mené notamment dans un premier temps à Bamako. Ce jeudi, il a été accueilli par le capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État du Burkina Faso. La visite entre dans le cadre des prises de contact que le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a entamées dans la sous-région ouest africaine. Et puis, Sénégal-Mali, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye s'est entretenu avec le colonel Assimi Goïta, président de la transition. Les deux dirigeants ont évoqué le renforcement des liens historiques et la coopération multiforme. Les relations entre la CEDEAO et l'Alliance des États du Sahel étaient également au cœur des échanges. Envoyés spéciaux à Bamako, Mamadou Belem et Oumar Nying. En venant effectuer une visite d'amitié et de travail à Bamako, le président Bassirou Diomaye Faye conforte la proximité historique et géographique entre le Sénégal et le Mali. L'accueil que lui réserve le colonel Assimi Goïta, président de la transition, est un symbole fort pour deux pays qui partagent la même devise. Un peuple, un but, une foi. C'est un voyage qui, à l'image de ceux qui l'ont précédé, entre dans le cadre du renforcement des liens historiques de coopération multiforme entre le Sénégal et le Mali, qui restent des partenaires privilégiés, notamment au plan économique. Ils ont été le même pays d'ailleurs pendant quelques mois au sein de la Fédération du Mali. Une réalisation panafricaine qui n'a pu tenir. Mais le président Bassirou Diomaye Faye, qui a l'idéal en bandoulière, peut se baser sur cet élément historique pour consolider les relations séculaires entre les deux pays. C'est de cela qu'il s'agit dans les entretiens que le président Bassirou Diomaye Faye a eus avec le colonel Assimi Goïta au palais de Koulouba. Au-delà du renforcement des relations de coopération bilatérale, les deux dirigeants ont évoqué les questions sous-régionales, notamment le souhait du chef de l'État de maintenir les pays de l'Alliance des États du Sahel dans le giron de la CEDEAO. Le leadership du président Bassirou Diomaye Faye, qui est de la même génération que les chefs d'État de l'AES, pourrait aider à recoller les morceaux. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a marqué sa gratitude au chef de l'État Bassirou Diomaye Faye pour cette visite qu'il a effectuée à Bamako.
Le Sénégal et le Mali sont unis par l'histoire et la géographie. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a rappelé ce socle qui doit être consolidé. Le chef de l'État est également revenu sur sa médiation pour l'AES et la CEDEAO. Nous l'écoutons au micro de nos envoyés spéciaux. Vous savez que le Sénégal partage avec le Mali une histoire unique qui part d'avant l'indépendance jusqu'à la fédération du Mali. Et je suis venu dans le cadre de la continuité de ces relations que nous voulons renforcer sur le plan diplomatique, sur le plan commercial et sur le plan de la concertation pour la prise en charge de tous les défis que nous partageons en commun, à savoir le terrorisme, la lutte contre les trafics illicites, notamment la traite des êtres humains, le trafic de drogue. Nous avons d'autres défis que nous devons relever ensemble, à savoir les défis écologiques au niveau de la Falémé. Vous savez que nous partageons une ressource précieuse, à savoir l'eau, avec l'OMVS, avec le Mali. Et nous avons d'autres défis communs liés à la prise en charge des aspirations de nos peuples. Et je me réjouis de l'accueil qui m'a été réservé au Mali, ainsi qu'à la délégation qui m'accompagne. Je me réjouis aussi d'avoir trouvé à mon frère le colonel Assimi Goïta, président de la transition malienne, toute la disponibilité et l'engagement à renforcer la coopération bilatérale, mais aussi à renforcer la concertation sur le plan multilatéral, que ce soit au niveau sous-régional, régional, mais aussi au niveau international. Mais nous avons aussi parlé de la question de la CEDEAO. Comme vous le savez, le Mali est membre des États de l'Alliance du Sahel. Ceux qui ont suivi mes déplacements dans les différents pays de la CEDEAO m'ont entendu prêcher cette bonne parole-là. Je me suis évertué à en échanger longuement avec le colonel. J'ai compris la position malienne qui, quoique rigide, n'est pas totalement inflexible. Nous pensons que nous devons continuer à travailler avec toutes les parties prenantes, ne pas se décourager de trouver des issues heureuses qui nous permettent de renforcer l'intégration, soit en passant par la coopération bilatérale, mais aussi en essayant de corriger les impairs que nous avons notés dans la coopération multilatérale, notamment dans les instances sous-régionales et régionales, et qui nous ont valu cette situation regrettable que nous vivons. Mais nous ne pouvons pas nous résigner à observer un outil d'intégration formidable quand même dans sa conception, dans les résultats qu'il nous a valu et qui a été cité en exemple, c'est désintégrer sans rien faire. Pèlerinage au lieu saint de l'islam. Le ministre des Affaires étrangères a effectué une visite à l'aéroport international Blaise Diagne de Diass à quelques heures du départ du premier vol prévu dans cette nuit. Yacine Fall a exhorté les compagnies aériennes à respecter les plans de vol. Mamadou Sakine. Un parcours sur le trajet du pèlerin a permis au ministre des Affaires étrangères de constater l'efficacité du dispositif. Après avoir fait les différentes étapes du processus de l'enregistrement à l'embarquement, Yacine Fall a exprimé sa satisfaction. Nous sommes vraiment impressionnés par ce qui a été fait, parce que nous pensions que l'attente était beaucoup moins importante que ce que nous avons vu. Donc nous sommes satisfaits de ce que nous avons vu. Nous attendons maintenant. C'est une première étape. C'est la première étape, c'est l'étape d'enregistrement, l'étape du vol, que les pèlerins prennent leur vol à temps, rentrent dans l'avion. Il reste une autre étape, c'est l'étape du Hajj. Les autorités se sont fixées comme objectif une bonne réussite du pèlerinage 2024. Le mot d'ordre, c'est un Hajj zéro couac. À partir de ce moment, nous sommes condamnés à redoubler d'efforts et à travailler ensemble, main dans la main, pour réussir. Il y avait des craintes à la fois sur les compagnies aériennes, particulièrement la nôtre, mais Air Sénégal a pris toutes les diligences nécessaires pour disposer des avions, mais surtout des autorisations. Je pense que c'est ce matin même que nous avons reçu le FOC du deuxième avion, ce qui est important. Nous avons reçu les plans de voyage des deux compagnies, à l'aller comme au retour.
L'État appelle les compagnies au respect des plans tracés. Nous attendons, nous, le gouvernement sénégalais, le président de la République, le Premier ministre et tout le gouvernement attend des compagnies aériennes que les passagers, les Oudjats rentrent chez eux à temps. Qu'on ne les fasse pas attendre 2 jours, à plus forte raison plusieurs jours. Le premier vol quitte Dakar le 31 mai pour l'Arabie Saoudite. Le Royaume a accordé cette année un quota de 12 860 candidats au pèlerinage. Ces consultations intergouvernementales entre le Sénégal et l'Allemagne sur des réformes engagées dans le foncier, la législation du travail, l'accès au financement, l'énergie. Le Sénégal sollicite une deuxième phase d'appui budgétaire de 100 milliards de francs CFA de la part de l'Allemagne pour le renforcement de la bonne gouvernance de l'état de droit et du développement du secteur privé. De 2019 à 2023, les engagements de l'Allemagne au Sénégal sont estimés à plus de 511 milliards de nos francs. Salut sec. C'est une rencontre annuelle qui se tient depuis 2019, consacrée à la coopération entre les deux pays. Ces consultations germano-sénégalaises mettent l'accent sur des domaines prioritaires. Il me plaît de rappeler qu'à travers le partenariat pour encourager les réformes, l'Allemagne s'était engagée à accompagner l'État du Sénégal dans le long processus de réforme dans les domaines tels que la législation du travail, le foncier, la modernisation de l'administration, l'accès au financement, le développement des micro-petites entreprises, la formation professionnelle et enfin l'énergie. Sur la période 2019-2023, le montant total des engagements de l'Allemagne au Sénégal est estimé à 511 milliards de francs CFA. Pour le renforcement de la bonne gouvernance, de l'état de droit et du développement du secteur privé, le gouvernement sénégalais sollicite de l'Allemagne une deuxième phase d'un appui budgétaire estimé à 100 milliards de francs CFA. Je compte sur votre flexibilité durant l'élaboration d'une future matrice alignée au projet, c'est-à-dire alignée au programme national de développement, afin qu'elle s'inscrive dans une logique de consolidation de la résilience de notre économie face aux chocs socio-économiques actuels et futurs. D'ores et déjà, je voudrais souligner que la prise en compte dans la première phase de l'appui budgétaire des thématiques relatives notamment à l'autonomisation économique des femmes, la lutte contre le blanchiment de capitaux et la stratégie nationale de développement du secteur privé est en parfaite cohérence avec les récentes orientations du chef de l'État. L'Allemagne compte poursuivre son partenariat avec le Sénégal dans le cadre de l'appui budgétaire. Cet appui budgétaire est un instrument qui est tout à fait différent d'un simplement appui à des projets individuels et est basé sur plus de partenariat et sur plus de respect parce que il se base sur la confiance en le gouvernement partenaire que ce gouvernement partenaire met en œuvre les réformes qu'on a accordées. Et pour cela sont nécessaires des indicateurs et lorsque des indicateurs ont été remplis, on peut donc débourser les fonds et les mettre à la disposition du budget sénégal. Durant 2 jours, l'état de la coopération entre le Sénégal et l'Allemagne sera passé en revue et les échanges vont porter essentiellement sur tout ce qui a été fait en termes d'appui budgétaire. Lancement officiel de la première phase 2023-2026 du projet de restructuration du réseau de transport en commun de Dakar. 267 milliards de francs CFA investis par le gouvernement du Sénégal et la Team Europe, un projet structurant qui devrait moderniser l'offre de transport public à Dakar et dans les autres régions du pays. Les défis sont énormes. Il va falloir les relever avant 2026. Philomène Constance-Diagne. Plus de 2 ans et demi et 2 semaines après les mises en service respectives du TER et du BRT, le gouvernement du Sénégal enchaîne avec un nouveau projet de transport public pour motif. La seule option, c'est d'opérer un changement de paradigme en privilégiant la mobilité collective et active. La mobilité collective, parce que c'est le seul moyen de répondre aux exigences d'une capitale viable et vivable,
Je disais, on est seulement à 30 véhicules pour 1000, des pertes économiques de 900 milliards annuellement et une fonction circulatoire, ça veut dire des espaces aménagés du réseau routier qui ne couvrent que 15% de nos superficies, au lieu de 30 à 40%. Ça veut dire que nous avons très peu de possibilités d'extension de ce réseau et le territoire ne peut pas se développer vers l'ouest. Ce projet de restructuration globale du réseau de transport en commun de Dakar vient en complément au BRT et au TER. La première phase permettra la mise en place de 14 lignes sur 222 km, 15 terminus, 30 km de voirie et 2 ateliers dépôts à Ouakam et Keur-Massar, en plus de 400 bus au gaz. Au fond, au bout du compte et dans tout le bout de la chaîne, c'est la satisfaction des usagers qui sera le seul et le principal indicateur de réussite ou pas réussite de ce projet. Voilà. Donc ça veut dire que c'est ça qu'il faudra sans doute avoir en ligne de mire, et vous l'avez tous, et puis les services de l'État l'ont tous. Donc je transmets mes encouragements aux CETUD, mais aussi à l'AGEROUTE, qui est un partenaire important de ce projet. Mais aussi remercier les bailleurs, les partenaires au développement, qui accompagnent le gouvernement du Sénégal dans la mise en œuvre de ces importants projets. Le TER, le BRT, aujourd'hui, le projet de restructuration des transports en commun. Donc je voudrais remercier l'Union européenne, la Banque européenne d'investissement, l'AFD, l'Agence française de développement, et la Banque allemande de développement qui accompagnent ce projet à hauteur de plus de 200 milliards. En plus de garantir la viabilité des investissements sur les transports de masse existants, ce projet vient renforcer l'offre de transport urbain tout en promouvant un développement économique inclusif, surtout chez les opérateurs de transport. Je voudrais dire que l'ambition des autorités est de développer des champions nationaux en matière de transport. Comme vous le savez, dans le cadre du BRT, les opérateurs sont actionnaires. Aujourd'hui, cet actionnariat est porté par le FONSIS, mais à terme, ce sont les opérateurs privés nationaux qui seront actionnaires dans le projet BRT. Et ce projet, je suis heureux de l'annoncer, est un projet qui est fait pour les opérateurs privés et pour la Société nationale Dakar Dem Dikk. À long terme, le projet prend en charge aussi les autres régions du Sénégal. Dans les phases ultérieures du projet, les régions seront concernées. Donc, comme je l'ai dit dans le discours, nous sommes bien conscients que Dakar polarise plus de 20% de la population, 80% des activités économiques, mais nous ne devons pas, en tout cas, nous focaliser seulement sur Dakar. Nous devons aussi développer des systèmes de transport modernes dans les régions pour que ces régions aussi puissent être attractives et aussi, en tout cas, contribuer, comme il se doit, au développement économique et social du pays. Nous ne nous arrêterons pas là. Dans ce même esprit, le gouvernement allemand a déjà alloué des fonds supplémentaires pour moderniser également les transports en commun dans d'autres villes du Sénégal. Et en tant que représentant de la KfW, je me réjouis à la perspective de poursuivre cette coopération fructueuse avec nos partenaires sénégalais et avec nos partenaires européens dans les régions. Améliorer les conditions de déplacement des usagers, accroître la contribution des transports dans le développement économique du pays, seuls objectifs de ce projet de grande envergure. L'implication de tous les acteurs est souhaitée pour sa réussite. Le ministre de la Formation professionnelle et l'ambassadeur d'Allemagne au Sénégal ont procédé à la pose de la première pierre du centre départemental de formation professionnelle de Mbacké, financé à hauteur de 1,7 milliard de francs par la coopération allemande. Cette infrastructure va accueillir 700 apprenants dans les filières mécanique auto, menuiserie, électricité et froid, climatisation. Anaïs Nyanyamane. Cette cérémonie de pose de première pierre du centre est une étape importante dans le processus de transformation structurelle de l'économie sénégalaise. Il s'agit d'une infrastructure devant abriter la formation de 700 jeunes dans les filières de menuiserie, mécanique auto, froid, climatisation et électricité. Ces jeunes sont appelés
à y recevoir une formation professionnelle de qualité, répondant aux standards internationaux, à acquérir des compétences avérées dans des métiers à forte valeur ajoutée et devant leur permettre en conséquence d'accéder plus facilement au marché du travail et de servir leur pays avec enthousiasme. La coopération entre l'Allemagne et le Sénégal date de 1962. Ce projet de construction du centre départemental de formation professionnelle de Mbacké est financé à hauteur de 1,7 milliard de francs CFA. Au total, l'Allemagne investira 35 millions d'euros, soit environ 22,8 milliards de francs CFA dans le centre de professionnels et leur équipement dans les années prochaines. Pour 4 filières au départ: froid, climatisation, mécanique auto, électricité, menuiserie. Monsieur le ministre distingué invité, je me permets de profiter de cette occasion pour annoncer que la coopération allemande construira également un institut supérieur d'enseignement professionnel à Mbacké pour les filières d'énergie renouvelable et celles de l'environnement. Au total, 8 centres seront construits et équipés dans les régions de Kolda, Diourbel et Ziguinchor, un programme qui vient appuyer le ministère de la formation professionnelle. Aujourd'hui, le PFPE est un élément d'un large portefeuille de projets mis à la disposition de mon département ministériel. Ceci témoigne de toute l'attention que vous portez au développement du capital humain, un axe majeur du projet de son Excellence, Monsieur le Président de la République. La construction de ce centre à Mbacké va assurer la promotion, la qualification, l'employabilité et l'insertion des jeunes. Elle va permettre aussi une meilleure adéquation de l'offre de formation et les besoins réels du marché de l'emploi. C'est un grand défi qui se profile à l'horizon. Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation organise à partir de ce vendredi un séminaire sur la stabilisation du calendrier académique. Comment revenir à une situation normale et éviter les crises récurrentes. La réflexion se poursuit. Il s'agit justement de débuter l'année à temps, dès le lundi du mois d'octobre, et finir au dernier mois de juillet, le dernier samedi du mois de juillet. Les explications de Sina Lunfal. Au fil des années, l'instabilité enregistrée dans le secteur de l'enseignement supérieur a créé un dérèglement du calendrier académique, des difficultés auxquelles les nouvelles autorités ont voulu apporter des solutions. C'est ainsi qu'il a été décidé d'organiser un séminaire de stabilisation du calendrier académique, une rencontre qui a pour but d'élaborer une stratégie nationale de normalisation et d'harmonisation des années universitaires, mais également d'établir un calendrier académique pour une année universitaire normale. Le calendrier universitaire devrait normalement débuter le 1er octobre pour se terminer le 31 octobre de l'année suivante, théoriquement, mais tel n'est pas le cas. Le calendrier n'est pas respecté. Les dysfonctionnements ont perturbé les années académiques qui se chevauchent et s'enchaînent. Ces manques de repères désorientent les étudiants et enseignants. Ainsi, la cristallisation d'un calendrier académique pour une année universitaire normale démarrant le 3e lundi d'octobre et se terminant le dernier samedi du mois de juillet, s'avère nécessaire pour retrouver les bonnes pratiques. Il y va de la qualité de l'enseignement supérieur, en plus d'avoir une meilleure visibilité sur le planning. En outre, cette rencontre, qui s'articule autour de 8 ateliers, devrait permettre de réfléchir sur plusieurs autres points, notamment la question des orientations et inscriptions des bacheliers, le rattrapage des années en chevauchement, le recrutement des personnels et la question des établissements privés et des masters qui ont longtemps constitué des points de désaccord. Pour parler de cette question, nous recevons sur ce plateau le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, M. Abdourahmane Diouf. Bienvenue et bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. Alors, l'année devrait commencer dès le 3e lundi du mois d'octobre. Tout à fait. Pour finir au dernier samedi du mois de juillet. Alors, comment justement stabiliser tout cela? C'est votre priorité, vous l'avez dit à plusieurs reprises. Quels sont les leviers sur lesquels vous allez agir? Alors déjà, merci pour le constat qui est unanime.
Le Sénégal est l'un des rares pays au monde où on ne sait pas quand est-ce que démarre l'année académique et quand est-ce qu'elle se termine. Une année académique normale, dans notre contexte actuel, devrait démarrer le 3e lundi du mois d'octobre et se terminer le dernier samedi du mois de juillet, pour laisser aux enseignants-chercheurs leurs 75 jours de vacances. Donc, à partir du moment où on a fait le constat, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi un impact financier particulièrement important. Imaginez que dans notre pays, tous ceux qui doivent faire la licence, les étudiants, au lieu de la faire en 3 ans, la font en 4 ans. C'est une année supplémentaire de budget. Si on tient compte du fait que le budget du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation est à 347 milliards, on imagine les dégâts financiers à chaque fois qu'on perd une année. Maintenant, une fois qu'on a fait ces constats, on s'est dit, mais on ne doit pas se contenter du constat. On en a discuté. Le président Diomaye Faye nous a donné les instructions et les orientations. Le Premier ministre Ousmane Sonko nous a donné son feu vert. Et nous nous sommes dit qu'il est possible, à partir de cette année, de régulariser et de stabiliser le calendrier académique. Alors, le premier problème qui se pose, ce sont les délais d'orientation. Sur l'année qui vient de s'écouler, les étudiants, les élèves qui ont eu le bac en juillet 2023 ont été orientés en janvier 2024. 6 mois plus tard. Et on a considéré que c'était une performance. Nous avons travaillé sur le système. Et si les experts le valident durant ces 3 jours de séminaire à Saly, il est possible que le bac, qui commence le 2 juillet prochain, produise des bacheliers qui, dès le mois d'août, sauront dans quelle université sénégalaise ils sont orientés. Donc le délai d'orientation, idéalement, sera raccourci de 6 mois en 1 mois. C'est déjà beaucoup de gagné. Mais une fois qu'on aura fait ça, on se dit, maintenant qu'ils sont orientés, ils doivent commencer l'année académique le 3e lundi du mois d'octobre. Mais au moment de commencer le 3e lundi du mois d'octobre, il y a les bacheliers de 2023 qui viennent à peine de commencer leur année académique qui ne l'ont pas terminée. Donc nous faisons aussi un atelier sur le chevauchement de l'année universitaire. Alors, comment faire en sorte que les semestres qui devaient durer un certain temps soient rétrécis en gardant le même quantum horaire? On demande un peu de sacrifice aux enseignants, on demande le sens du sacrifice aux étudiants qui en seront les premiers bénéficiaires pour qu'en respectant le même quantum horaire, l'année scolaire se déroule dans un calendrier beaucoup plus rétréci. C'est le 2e levier. Maintenant, une fois qu'on a réussi ça, on nous dira, mais comment voulez-vous organiser tout ça en si peu de temps avec quel professeur? Nous allons recruter des professeurs. La particularité de l'enseignement supérieur au Sénégal, c'est que les vacataires, ce sont ceux qui ont des doctorats, qui sont des enseignants de l'enseignement supérieur, mais qui ne sont pas recrutés, sont plus nombreux que les enseignants de l'enseignement supérieur qui sont recrutés. Nous les avons reçus, nous avons discuté avec eux. Et pour diminuer la charge de travail quasi-inhumaine des enseignants-chercheurs recrutés, nous nous proposons de recruter en masse des vacataires pour avoir des bras et des cerveaux disponibles pour corriger les copies des étudiants. Mais une fois qu'on aura fait tout ça, 3e levier, on va aussi nous dire, mais comment voulez-vous que l'année se stabilise quand on est toujours à feu continu? Les amphis sont utilisés de 8h à 22h. Eh bien, le ministère de l'Enseignement supérieur a des chantiers en cours. Vous m'avez vu faire le tour des universités. Sur les 8 universités publiques, j'en ai déjà fait 5. Je me prépare à faire les autres. Je suis allé moi-même, j'ai vu l'état d'avancement des chantiers, avec 3 catégories. Des chantiers qui vont se terminer dans 2 mois, d'autres dans 4 mois, vers la rentrée, et d'autres un peu plus tard. Nous avons vu le gap financier qui fait que nous ne sommes pas en mesure aujourd'hui de livrer ces chantiers. Mais le président de la République et le Premier ministre sont en train de nous accompagner pour qu'on trouve le budget qui nous permette de payer les décomptes de ces entrepreneurs pour pouvoir, dans les 2 mois, réceptionner beaucoup de lits pour les étudiants, beaucoup de restaurants et livrer des pavillons. Donc, quand on aura actionné ce 4e levier, il en reste encore, mais on aura réglé une grande partie du problème. Si vous arrivez, vous parvenez à résoudre justement ces différents problèmes, avec les enseignants, les infrastructures, qu'allez-vous faire des étudiants? Parce que si toutefois une crise se déclenche au sein des universités, forcément ça détend sur le canton horaire. Alors nous travaillons à ce qu'il n'y ait pas justement de crise à l'université.
parce que nous avons identifié les goulots d'étranglement. Nous y travaillons. Nous savons des fois qu'il peut y avoir un peu d'impatience. C'est pour ça que j'ai pris le soin de faire la tournée des universités pour discuter avec tout le monde. Au séminaire où on sera demain, nous sommes 130 acteurs, 130 parties prenantes. Nous avons les recteurs des universités, les doyens des facultés, les enseignants-chercheurs qui sont représentés comme corps académique et qui sont représentés aussi comme syndicats. On aura les deux plus grands syndicats, le SAES et le SUDES. On aura les représentants des étudiants, on aura les vacataires et on aura aussi les établissements d'enseignement supérieur privé. Parce que vous savez que pendant longtemps, on a orienté des étudiants dans le privé. Il y a eu des difficultés qui ont fait qu'on les a arrêtés en 2019. J'ai reçu les acteurs de l'enseignement supérieur privé. Nous leur devons de l'argent, 9 milliards. Mais ils sont patriotes. Ils ont accepté de nous accompagner. Une partie de la dette sera payée, une autre sera inscrite sous forme de moratoire. Et si nous avons l'autorisation du gouvernement, nous allons cette année recommencer à orienter dans le privé. C'est important parce que cette année, on attend pratiquement 80 000 bacheliers, si on a un taux raisonnable de 50% de réussite. Les 8 universités privées existantes ne peuvent pas les absorber. Donc, une partie sera drainée vers l'enseignement virtuel, qui est en train de faire sa montée en puissance avec l'université numérique Cheikh Hamidou Kane, mais aussi une autre partie doit pouvoir être drainée par les établissements supérieurs d'enseignement privé qui, pour certaines, ont drainé des lacunes à un certain moment, mais depuis l'existence de l'ANAQ-Sup et les habilitations institutionnelles, il n'y a pratiquement pas de différence de qualité entre les établissements supérieurs d'enseignement privé et les universités classiques que nous avons. Donc en faisant tout ça, nous résorbons les DAP. Nous avons recruté des enseignants en nombre. Nous avons orienté les étudiants un peu partout. Depuis que nous sommes là, nous travaillons à ce qu'il y ait une paix sociale dans les universités et rien ne pourra s'opposer à ce que le Sénégal ait un calendrier économique normal. D'ailleurs, académique normal. D'ailleurs, le premier atelier travaillera autour de cet impact financier. On a avancé des chiffres, mais qui étaient en dessous de la réalité. À chaque fois qu'un étudiant fait un master en 3 ans au lieu de 2 ans, à chaque fois qu'un étudiant fait une licence en 4 ans au lieu de 3 ans, c'est des salaires qui sont payés, c'est des repas universitaires qui sont distribués pratiquement gratuitement, c'est le budget de l'enseignement supérieur qui est perdu et cela a un impact économique négatif pour le Sénégal. Donc c'est notre priorité et une fois qu'on réglera ça, maintenant on va se projeter vers le futur. Parce que le ministère, ce n'est pas seulement l'enseignement supérieur. Le ministère, c'est la recherche, c'est l'innovation. Nous avons des projets extrêmement importants sur cette question pour le gouvernement, mais la question de la stabilisation du calendrier académique est un préalable nécessaire et nous appelons tous les acteurs dans un fervent élan de patriotisme à travailler sur cette question pour que notre université redevienne ce qu'elle n'aurait jamais dû être. Il va falloir payer les bourses à temps pour effectivement, on y éviter travaille. les dysfonctionnements. Présent, parce que c'est l'un des principaux motifs de grève. Et les étudiants ont raison de demander que leur bourse soit payée. Nous avons été étudiants, j'ai toujours dit que je connais la valeur académique d'une bourse, mais je connais aussi la valeur sociale d'une bourse. Maintenant, on ne communique pas sur tout, mais c'est un circuit financier un peu compliqué qui fait que ce n'est pas le ministère de l'Enseignement supérieur qui a tous les leviers, mais avec tous nos autres collègues du gouvernement, nous travaillons à ce que les bourses soient payées à temps, à ce que les salaires des enseignants soient payés à temps, pour que dans ce pays, on commence sérieusement à travailler. Parce que là, nous réglons des détails qui sont des préalables à l'envol de notre université. Si tous les acteurs s'y mettent, nous réglerons ces problèmes d'ici le mois d'octobre, nous retravaillerons sur les curricula. Il est possible même, si une recommandation sort du séminaire de demain, qu'on aille peut-être vers des concertations sur l'enseignement supérieur. Bien sûr, et sans doute pour désengorger davantage les universités du Sénégal. Tout à fait. Merci, Monsieur le ministre. Abdourahmane Diouf, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, qui a été l'invité du 20h pour parler justement de ce séminaire sur la stabilisation du calendrier universitaire. Les universités, avec leur actualité, c'est Cheikh Anta Diop de Dakar et l'université Mohamed VI, Polytechnique du Maroc, qui ont organisé la 3e édition de la conférence internationale de Dakar. Cette année, la réflexion porte sur la transition énergétique et l'égalité du genre. Sina El-Fad. Experts, enseignants, chercheurs, partenaires et étudiants, tous sensibles à la question centrale abordée,
Durant cette 3e édition de la conférence internationale de Dakar, la transition énergétique et l'égalité de genre, le forum de discussion a permis de lister les enjeux de la transition énergétique en Afrique. La rencontre de 2 jours a été organisée par l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et l'Université Mohamed VI Polytechnique du Maroc. Face à la raréfaction des ressources naturelles et aux conséquences néfastes qui ont généré des chocs subis par l'homme et son milieu, des changements de paradigme s'imposent. Dès lors, la surexploitation des réserves naturelles et la consommation abusive de ces mêmes ressources ne sont plus durables. Les défis énergétiques sont au centre en fait, des préoccupations mondiales. Et le débat sur la question de la transition énergétique est partout à l'ordre du jour. Donc c'est un très bon choix en fait, pour le thème à traiter en ce moment-là et qui concerne notre continent. L'Afrique est un acteur incontournable de la transition énergétique mondiale. Cependant, le continent est confronté à des défis liés à l'accès à l'électricité. Cette transition est encore plus importante pour l'Afrique, en raison de plusieurs défis, dont l'accès limité à l'électricité dans plusieurs régions et la dépendance aux énergies fossiles. Néanmoins, ces défis offrent également des opportunités pour repenser les stratégies de développement en général et en Afrique en particulier de manière durable et innovante afin de garantir un accès plus équitable aux opportunités économiques. Les initiatives mondiales visant à promouvoir les énergies renouvelables ont été exposées, ainsi que les défis et opportunités pour les politiques de développement durable. Le Sénégal s'approprie définitivement la riche bibliothèque du président Léopold Sédar Senghor, laissé dans son appartement parisien. Ses ouvrages de plus de 850 étaient mis aux enchères à Caen. Au moins 300 d'entre eux étaient dédicacés par leur auteur, le poète. L'État a racheté la totalité de ce patrimoine qui va bientôt revenir au Sénégal. Le reportage de Ousmane Noël Mbaye Jr. et Oumar Diawa. Des tonnes de livres dans presque toutes les disciplines. Littérature, bien sûr, mais aussi philosophie, sociologie, anthropologie, économie, langues anciennes, histoire et sciences politiques, entre autres. C'est vrai qu'on voit l'amplitude de ses recherches intellectuelles, c'est vraiment étonnant. Tous les écrivains lui ont envoyé leurs livres parce qu'ils savaient que Léopold Senghor allait porter un intérêt au sujet. Parmi ces auteurs qui ont tenu à envoyer au président poète leur production scientifique, un compatriote, ami de Senghor dans l'adversité politique, plus tard, car nous sommes en 1964. À Léopold Sédar Senghor, doublement présent dans ces pages, d'abord par les encouragements d'une puissante amitié au moment où se dessinaient les contours de cet ouvrage. Ensuite, parce qu'il incarne une Afrique qui a su par le cœur et l'esprit pénétrer les ultimes méandres de sa beauté et de sa puissance, tout en demeurant ouvert sur l'universel. Paris, 16 novembre 1964. Et l'auteur? Ça, c'est Abdoulaye Wade. C'est Abdoulaye Wade. Parmi les 300 ouvrages dédicacés, un exemplaire du discours sur le colonialisme de Césaire, où, malgré les oppositions politiques, il admettait que le Sénégalais était un anticolonialiste. Malgré les appartenances politiques, il déteste le colonialisme. Et puis, il y a Parole de Jacques Prévert avec une fleur à côté de la dédicace. C'est très touchant parce que ça souligne la proximité qu'il pouvait y avoir entre un très grand écrivain français et un très grand président africain. On va prendre René Maran, par exemple. Difficile de passer sous silence Les pionniers de l'Empire, un livre que le premier noir, René Maran, prix Goncourt en 1921, a dédicacé à Senghor et à sa première épouse. À Ginette et à Léopold Sédar Senghor, un homme pareil aux autres, rapporte la solide amitié de René Maran. L'escouade chanceuse, dirigée par l'ambassadeur du Sénégal en France, a passé un précieux moment au milieu de centaines d'ouvrages que Léopold Sédar Senghor a tenus entre ses mains. L'État du Sénégal a définitivement acquis ces ouvrages de valeur qui vont bientôt revenir au pays.
Le contrôleur général Mame Seydou Ndour, porté à la tête de la police nationale, il remplace à ce poste l'inspecteur général Seydou Bokar Yag. Il prend la direction générale au moment où l'institution est critiquée pour l'utilisation de méthodes aux antipodes des droits humains durant certaines manifestations préélectorales au Sénégal. Parmi les missions qui lui sont assignées, repositionner la police au cœur du dispositif sécuritaire pour une meilleure protection des biens et des personnes. Son portrait est signé Moussa Mani. Le contrôleur général Mame Seydou Ndour arrive à la tête de la police nationale dans un contexte où le président de la République vient de lancer des assises sur la réforme et la modernisation de la justice. Une réforme qui concerne aussi la police puisqu'elle est la porte d'entrée du chemin qui mène vers la justice. Une police décriée ces dernières années pour ses méthodes peu orthodoxes durant certaines missions régaliennes de maintien de l'ordre à Dakar et dans plusieurs localités du pays. Le nouveau directeur général de la police aura comme tâche principale recentrer les actions de la police autour de l'essentiel, la réconcilier avec les citoyens pour mieux veiller sur leur sécurité. Décrit comme un homme travailleur, sérieux et pieux, il était depuis 2019 à la tête de la direction de la police de l'air et des frontières d'EPAF. Responsable de la sécurité aux frontières et dans les aéroports, il avait inscrit son action sur la surveillance, la prévention des entrées illégales et la sûreté aéroportuaire. Directeur de la police des étrangers et des titres de voyage de novembre 2015 à novembre 2019, il avait amélioré sensiblement les opérations liées à la gestion des entrées des étrangers et des documents de voyage, avec une empreinte sur la gestion des flux migratoires. Le contrôleur général Mame Seydou Ndour s'est aussi distingué dans une autre entité de la police. Il s'agit de l'OCRITIS, l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants. Dans cette unité, il a mené des actions farouches couronnées de succès. D'ailleurs, en 2014, il a été élu personnalité de l'année par les ONG de lutte contre les drogues. Sa carrière au sein de la police débute en 1994, où il reçut le concours direct des officiers de police avant d'être reçu au concours de commissaire de police en 1996. Du commissariat de Thiaroye, son premier poste, le directeur général de la police a servi à Saint-Louis pendant plusieurs années et dans d'autres commissariats du pays. L'ancien élève du Britannique militaire est titulaire d'un Master 2 en défense, sécurité et paix, diplôme pour lequel il est major. Major aussi de sa promotion du diplôme de commissaire de police. Le contrôleur général a aussi poursuivi ses études au Canada dans le cadre du maintien de la paix. Aux États-Unis, il a obtenu un certificat de formateur du Diplomatic Security Service. Il est titulaire du Senior Mission Leader Course, cours le plus élevé des Nations Unies. Polyglotte, il maîtrise bien l'anglais et les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Il a reçu plusieurs décorations et des médailles au Sénégal et à l'étranger pour dévouement et engagement au service de la police nationale et de la nation sénégalaise en général. Changement également à l'administration pénitentiaire. C'est un homme du CREI qui est désormais aux commandes. L'inspecteur Aliou Ciss, jusque-là directeur général adjoint, a été promu hier, directeur général de l'administration pénitentiaire en remplacement du colonel de la gendarmerie Abdoulaye Diagne. La nomination de l'inspecteur Aliou Ciss est une première dans ce corps qui a toujours été dirigé par des gendarmes ou des magistrats. Une façon de promouvoir les pénitenciers du Sénégal. Nous reviendrons sur son portrait dans nos prochaines éditions. Journée nationale de cette CETAL, ce sera samedi prochain. Elle sera lancée par le chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, sur toute l'étendue du territoire national, dénommée Setal Suñu Réew. L'opération sera un vaste coup de balai pour curer les caniveaux et nettoyer les artères. En cette veille d'hivernage, les Sénégalais sont invités à y prendre part massivement. Elle sera retransmise cette journée donc de cette CETAL en direct sur la RTS. Lancement donc à Thiaroye ce samedi. 5000 agents de la SONAGED, plus de 300 unités motorisées seront mobilisées pour la journée du nettoiement, prévue donc ce 1er juin, à 24 heures justement de l'événement. Le ministre de l'Urbanisme a effectué une visite au siège de la SONAGED. Moussa Bala Fofana se dit satisfait du dispositif qui sera déployé samedi. Mamoudou Sakine.
Du petit matériel au gros moins. Il s'agit de la logistique destinée à l'opération de nettoiement prévue samedi prochain à l'initiative du président de la République, Bassirou Diomaye Faye. D'où cette visite du ministre de l'Urbanisme au siège de la Société nationale de gestion intégrée des déchets, SONAGED. Aujourd'hui, l'objectif de ma présence ici, c'était vraiment de faire une petite revue des troupes, regarder ce qu'on a préparé et on va accompagner l'ensemble des leaders, l'ensemble des ministres. On va descendre sur le terrain auprès de nos frères et sœurs pour accompagner cette dynamique. Je suis satisfait de ce que j'ai vu ici aujourd'hui et je pense que cette journée sera une réussite. La SONAGED va déployer 5000 agents, plus de 300 unités motorisées aux côtés des populations. Ce que nous voulons impulser, surtout, c'est une société sénégalaise qui se préoccupe de son environnement, qui s'organise autour des journées que nous ferons mensuellement et dont l'objectif, c'est de bâtir un cadre de vie propre, novateur et qui nous protège contre les différents fléaux dont nous faisons face régulièrement. Donc une approche communautaire, d'où cet appel du ministre de l'Urbanisme pour un élan patriotique. C'est toute la communauté que nous appelons véritablement le 1er juin à descendre sur le terrain et à s'occuper de notre cadre de vie. Donc c'est une nouvelle approche. Nous ne voulons pas que ce soit une activité uniquement institutionnelle. Nous voulons que ce soit quelque chose vraiment de communautaire, porté par les populations. Les autorités attendent une forte mobilisation des citoyens, ensemble pour un cadre de vie reluisant. Les passerelles de Dakar envahies par les marchands réservés aux piétons, elles sont devenues des lieux de commerce au vu sud tous s'y ajoutent ces mendiants qui n'hésitent pas à s'y installer et les motocyclistes qui les empruntent avec des involtures. Alors que faire? Damsila a promené sa caméra dans certaines artères de la capitale sénégalaise. Y a-t-il réellement de trottoirs à Dakar? Oui, si l'on se fie de son existence physique, et non si l'on se fonde sur son accessibilité. Au cœur de la capitale, il est difficile de frayer un chemin sur le trottoir. L'occupation anarchique de la voie publique fait que les piétons n'y ont presque pas accès. Dakar, auparavant, ce n'était pas comme ça. Là, maintenant, pour circuler, c'est tout à fait un problème. Vous voyez, les gens ils sont en train de marcher sur la route avec les voitures et franchement, c'est très dangereux. L'occupation anarchique, les autorités, ils doivent y prendre des mesures quand même. Des mesures draconiennes même, je dirais. À Dakar, automobilistes et piétons partagent la route. Certains magasins font une extension sur le trottoir. S'y ajoutent les marchands ambulants et autres véhicules stationnés. Le tout dans une anarchie indescriptible. Ils vous disent que bon, nous travaillons, nous sommes des marchands ambulants, on n'a pas de place à travailler. Or qu'il y a les marchés à Dakar. Maintenant, depuis longtemps, on ne peut pas savoir pourquoi les marchands ambulants ne peuvent pas dégager des trottoirs, là où marchent les piétons. Paradoxalement, certains occupants de la voie publique, surtout les commerçants, paient des taxes à la mairie, ce qui leur donne en quelque sorte une légitimité illégale. Des fois, tu les demandes pourquoi vous êtes là. Ils vous disent que moi, je paye les quittances à la mairie. On me donne des sous de 100 francs ou de 200 francs. Mais ça, c'est pas légal. Parce qu'il y a des marchés. On a construit des marchés pour que les gens aillent là-bas. Donc, si on occupe la voie routière, parfois, tu vois, même sur la route, là où les voitures passent, tu vois les gens, ils mettent leurs bagages là-bas. Donc, vous êtes obligés, les piétons sont obligés de passer sur la route, là où les voitures passent. Donc, ça c'est anormal. Pourtant, à Dakar, dans un passé récent, était une ville attrayante avec des voies bien dégagées. Les témoins de cette époque s'en rappellent avec joie et fierté. Ah mais non, c'est pas pareil. Pas pareil. Je vous donne un petit exemple. Ponty était une grande avenue avant. Pourtant, on n'a pas augmenté la taille. La largeur n'a pas été augmentée. Avant, on marchait, mais on était à l'aise, on marchait comme on voulait, il y avait de l'espace, tant pour les véhicules que pour les piétons. Dakar, l'ancienne capitale de l'Afrique occidentale française, était une ville de rêve, avec sa belle architecture et son beau cadre de vie. Aujourd'hui, elle risque de perdre son charme si on laisse l'anarchie prendre le dessus sur la rigueur de la loi.
Agriculture à Kaolack, la coopérative Intervillageois des producteurs agricoles de Ngor a distribué des semences et des engrais à ses membres. La démarche pourrait aider à atteindre les rendements espérés pour cette année 2024. Claire Diop. Au troisième jour de cette session de distribution des semences aux sociétaires de la coopérative du groupement intervillageois des producteurs agricoles de l'arrondissement de Ngoch, ici à Kaolack, c'est quelques 10 tonnes d'arachide, 7 tonnes d'engrais et 10 tonnes de phosphate qui sont distribuées pour les bénéficiaires l'appui et de taille des intrants nécessaires à disposition et à temps. Ils vont permettre le bon démarrage de cette campagne agricole. La démarche participe beaucoup à la bonne organisation de la campagne agricole. Avant, nous avions toujours eu d'énormes difficultés pour trouver des semences et les prix étaient excessifs. Maintenant, c'est la coopérative qui nous donne des intrants nécessaires pour mener nos activités agricoles. L'anticipation dans la stratégie, la démarche choisie derrière toute une organisation pour l'autonomisation des producteurs membres. Notre engrais et nos semences sont des productions propres de nos membres, de nos sociétaires qui nous les vendent au moment de la commercialisation. L'urée aussi nous a été affectée parce que c'était gratuit, donc nous l'avons reçu comme ça gratuitement. Mais pour l'État, nous attendons quand même des appuis substantiels pour que la coopérative puisse vivre au mieux et être plus utile à ses sociétaires. L'appel est lancé à l'État du Sénégal pour plus d'appui, une meilleure organisation des coopératives est visée. Nous demandons à l'État et nous sommes confiants par rapport à l'État actuellement parce qu'il y a une structure de l'État, une direction dédiée aux coopératives. Et je pense qu'avec cette direction-là, nous pourrons travailler pour que la coopérative puisse retrouver son lustre d'antan et être même plus performant parce qu'on sait que les coopératives actuellement, avec les nouvelles donnes, peuvent être plus performantes par rapport à ce que nous avons. En tout cas, c'est l'appel que je lance au ministre délégué chargé de la gestion des coopératives, d'être plus regardant par rapport aux coopératives existantes et quand même, s'il le faut même, signer des contrats avec ces coopératives pour mieux atteindre la cible. La cible, c'est le paysan. Créée en 2002, la coopérative a élargi ses bases pour enrôler plus de membres. Ces derniers sont venus de Kaolack, mais aussi de Fatick. Plusieurs hectares de terre sont exploités avec différentes spéculations. Et dans les parcelles, c'est une lutte farouche qui est menée pour l'autosuffisance alimentaire dans la zone. Football féminin avec le tournoi IFOA A. Les Lioncelles du Sénégal conservent leur titre à domicile. Un trophée remporté haut la main avec la meilleure attaque et aucun but encaissé. Elles ont battu la Guinée-Bissau par 3-0 dans un match qu'elles ont dominé de bout en bout. Vous aurez sans doute compris que le Sénégal est donc roi chez lui, Fatoumata Savéné. Les Lioncelles vainqueurs du tournoi de l'UFOA A pour la deuxième fois. Les Sénégalaises gardent leur titre après une belle victoire face à la Guinée, 3-0. Une finale jouée dans une belle ambiance au stade Lat Dior de Thiès. Les Lioncelles ont battu des Guinéennes accrocheuses, mais grâce au but de Adji Ndiaye et Sornapen dans la première période, elles sécurisent leur score. Les coéquipières de Oumi Thiandoum vont corser l'addition à la 86e par Khadija Bajo. Et après avoir marqué les 2 buts, elles se sont aussi emportées. Elles ont été dans l'euphorie. Maintenant, c'est au retour des vestiaires qu'on les a sermonnées. Je vais bien dire le mot parce qu'elles croyaient déjà que le match était plié, et chose qui n'était pas encore faite. C'est une finale. La Guinée-Bissau est une très bonne équipe. Elles nous ont posé beaucoup de problèmes. Et maintenant, après quelques rectificatifs, on a su marquer un autre but en seconde période. Et grâce au bon Dieu, on a gagné
le match, on a gagné la finale. Les jeunes filles entraînées par Mbayang Thiam ont réalisé un parcours parfait avec la meilleure attaque, 14 buts inscrits et la meilleure défense, aucun but encaissé. De quoi être fier après ce sacre. C'est pas la première fois, donc c'est quelque chose que moi aussi, on avait gagné le premier tournoi, donc on savait que ça allait pas être facile, mais on a tenu. L'équipe était, quand tu regardes l'équipe, tu vois que l'équipe commence à progresser. À chaque match, comme je vous l'avais dit la dernière fois, je te dis que chaque match, l'équipe progresse surtout sur les mentalités et aussi l'expérience. Donc, on est content de gagner ce tournoi. Les Lioncelles, après la première édition, rééditent l'exploit à domicile. Les doubles championnes du tournoi de l'Union des fédérations ouest-africaines confirment ainsi leur place de leader au niveau sous-régional dans le foot féminin des moins de 20 ans. Et puis, pour terminer, le monde de la culture sénégalaise endeuillé par la disparition de Mansour Seck, choriste de Baba Mal et cofondateur du Dandé Légnol. Célèbre guitariste, artiste multidimensionnel, Mansour Seck, avec sa voix, a fait toutes les grandes scènes du monde en compagnie de son binôme, le roi du Yéla. Son décès est une grosse perte pour toute la communauté artistique sénégalaise. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis et très bonne fin de soirée sur la première chaîne de télévision sénégalaise.